Écoutez, mon père, je suis déjà la deuxième génération de diplomates dans la famille. Mon père était diplomate allemand, en plus, qui a commencé sa carrière en Suède, a rencontré ma mère suédoise. Je suis née à Stockholm, grandi avec donc couple allemand-suédois avec les deux langues. Donc, j'ai grandi dans la vie diplomatique. Mais finalement, c'est seulement à l'âge de 23-24 ans, visitant, étudiante en Suède, à l'université de Uppsala, visitant mes parents qui étaient basés en Afrique, que là, tout d'un coup, j'ai senti, je veux travailler avec la diplomatie, moins la diplomatie et plutôt travailler avec l'Afrique et travailler avec les questions de développement. Donc c'est un petit peu ça qui m'a inspiré au début de faire le choix de rentrer, de préparer le concours pour entrer au ministère des Affaires étrangères en Suède, à Stockholm. J'ai travaillé ici à Paris, au centre de développement, à l'OCDE. Et là, voilà, déjà avec les questions, mon intérêt, j'ai grandi en partie grâce à la carrière de mon père. J'avais grandi en Afrique, j'ai appris mon français en Afrique, au Bénin. Et à Paris, j'ai travaillé 1 an et demi au centre de développement à l'OCDE. Donc, de nouveau, avec les questions de développement, et là, sur un projet avec la région de l'Afrique, de la région du SADC, en Afrique australe. Et après l'OCDE, je suis rentrée à Stockholm, et là, je préparais le concours pour rentrer au ministère des Affaires étrangères. J'ai passé 4 ans à Stockholm. Et après, j'ai rencontré mon mari entre-temps, qui lui aussi était diplomate suédois. Et nous étions tous les deux postés à Bruxelles. Et finalement, j'ai passé beaucoup de temps à Bruxelles, autant détaché du gouvernement suédois à la Commission européenne, qui est aussi un excellent lieu de travail. J'avais beaucoup aimé mon travail à la Commission européenne. Et la Suède, entre-temps, est rentrée dans l'Union européenne. Et quand je voulais de Bruxelles revenir, par exemple, revenir aux intérêts d'origine, donc travailler dans la coopération, le ministère préférait que je reste à Bruxelles et que je joigne la représentation de la Suède auprès de l'Union européenne. Et là, j'ai passé presque 7 ans travaillant sur beaucoup de questions très variées, les questions de développement, les Balkans, les relations transatlantiques, le budget européen, et après avec le traité de Lisbonne. Donc, normalement, ça s'associe beaucoup, très caractéristique pour le travail des diplomates, surtout quand tu travailles dans un lieu comme la représentation d'un pays auprès des grandes organisations internationales, que tu as des dossiers différents desquels tu es responsable. Tu fais ça 1-2 ans, puis après, tu as peut-être un nouveau dossier. C'était mon cas, c'était très inspirant, j'ai appris beaucoup de choses. Et une fois que je sentais, maintenant, j'avais vraiment touché plus ou moins à tous les dossiers qui concernaient la coopération dans le cadre de l'Union européenne. Pensant maintenant que je pouvais quitter Bruxelles, j'avais fait presque plus que 12 ans à Bruxelles. Le ministère m'a demandé de devenir ambassadeur de Suède auprès de l'OTAN. Et l'OTAN se trouve où? À Bruxelles. Donc ça a fait, je pensais d'abord rester 3-4 ans. Je suis finalement restée 7 ans comme ambassadeur de Suède à l'OTAN. Et là un petit peu aussi mes intérêts se sont rejoints parce que on a travaillé beaucoup sur la grande mission de ISAF, la grande mission de gestion de crise de l'OTAN en Afghanistan. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'Afghanistan pendant tout ce temps. Pour nous, c'est une grande mission politiquement et au niveau sécuritaire très importante. Une des plus grandes missions que nous avons fait en envoyant beaucoup de personnel suédois, des militaires, des hommes et des femmes en Afghanistan. Et il y avait en même temps le dossier de coopération. Finalement, l'Afghanistan, c'est un pays en développement. Donc c'était bien d'avoir certaines connaissances de base aussi sur les questions de développement qui se lient dans un cadre comme l'Afghanistan. Et depuis 2 ans et demi, plus que 2 ans et demi, j'ai été nommée ambassadeur de Suède en France. Il y a beaucoup de projets, bien sûr, dans chaque dossier que je traitais, il y avait toujours des projets spécifiques que je soutenais. Je travaillais à l'Afghanistan, était presque devenu un projet personnel de maintenir l'engagement de la Suède sur l'Afghanistan, mais pas seulement sur les questions de gestion de crise, mais aussi dans la coopération. Mais si je devais prendre, disons, un fil rouge, un petit peu aussi parce que je suis femme, et qui m'a accompagnée pendant toute ma carrière. Et d'ailleurs, je continue à pousser la question des égalités de chances et de renforcer le rôle des femmes
dans la diplomatie par des moyens différents. J'avais par exemple un réseau de femmes qui travaillaient avec les questions de sécurité à l'OTAN, aussi normalement un domaine, un secteur qui est très masculin, ça va de soi, un domaine militaire, où souvent les femmes trouvent difficile de s'engager parce qu'ils sentent que finalement on n'est pas très nombreux, on a du mal à se motiver et à s'engager. Donc il y avait un réseau de femmes dans le domaine de la sécurité. Et je trouvais moi-même qui était donc femme ambassadeur parmi beaucoup d'hommes. Je m'étais beaucoup engagée dans ce réseau dans le domaine de la sécurité. Et maintenant, depuis 2 ans et demi, j'ai monté avec quelques collègues un réseau de femmes ambassadeurs à Paris, où on se réunit, où on invite des représentants, enfin des femmes venant des secteurs de l'économie, par exemple, de la culture, de la politique, bien sûr, surtout, mais où on se réunit entre femmes, on s'échange, on prend une perspective qui souvent peut être un peu différente sur les politiques, sur les défis, qu'est-ce que nous avons en commun, comment est-ce que nous analysons les situations. Donc, en gros, le rôle des femmes m'a toujours beaucoup engagée. Et je suis maintenant aussi un coach pour certaines jeunes femmes au ministère des Affaires étrangères. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien promouvoir pour aider une nouvelle génération à s'épanouir et à choisir les pas, les chemins qui les intéressent. C'est une question difficile parce qu'il y a eu beaucoup de changements, mais justement, gardant le fil rouge sur le rôle des femmes, ce qui, au moins, je regarde aussi en France, bien sûr, je regarde ce qui se passe au Quai d'Orsay, mais surtout dans notre ministère des Affaires étrangères, tu vois, ça c'est vraiment une différence. Et j'étais aussi étonnée ici à Paris de voir le nombre de femmes ambassadeurs, donc la promotion des femmes dans la diplomatie. Ça c'est quand même un grand changement par rapport à la génération de mon père. Il était diplomate allemand, mais où il y avait très peu de femmes, surtout du plus haut niveau de la hiérarchie, très peu de femmes ambassadeurs. Donc ça, je trouve, c'est une petite révolution qui a eu lieu. En Suède, maintenant, nous sommes presque 40% de femmes ambassadeurs dans notre système. On est très avancé, ça je le sais, par rapport à d'autres systèmes, d'autres pays, d'autres ministères des Affaires étrangères dans les autres pays. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer. Ici à Paris, par exemple, je note aussi avec intérêt, beaucoup de pays africains ont envoyé des femmes de leur pays. Donc il y a un grand nombre de femmes ambassadeurs de l'Afrique. Et c'est réjouissant, on se comprend, on se parle, et finalement, dans beaucoup de cas, indépendamment des pays ou des régions desquelles on vient, on est confronté un petit peu aux mêmes questions, aux mêmes difficultés, aux mêmes défis, aux mêmes possibilités. Je crois que ce n'est pas une question très difficile, c'est une question essentielle. La diplomatie, en gros, c'est de trouver des liens, de trouver des choses en commun par le dialogue, par les négociations. Surtout moi qui travaille maintenant très, très longtemps au niveau multilatéral, ce qui m'a beaucoup toujours passionné. Tu rencontres des autres pays. Là, bien sûr, maintenant, oui, quelque part aussi, le projet européen est un projet de paix, mais de s'asseoir autour d'une table, indépendamment du sujet, indépendamment de quel pays tu viens. Tout le but est de trouver un accord commun, de pouvoir analyser les situations et de trouver des solutions ensemble qui conviennent aux deux partenaires. Si c'est dans le cadre de gestion de crise, par exemple en Afghanistan, il y avait bien sûr l'intervention militaire, très dure, très difficile, mais tout le temps en parallèle, il y avait le dialogue avec le gouvernement afghan et à travers le gouvernement afghan aussi avec les opposants, avec les militants, avec les groupes terroristes. Donc la diplomatie, c'est tout ça, c'est de pouvoir suivre et bien sûr, quand il faut, pouvoir utiliser la force, mais ce n'est certainement pas le but principal. C'est en premier lieu, par la diplomatie, de pouvoir gérer les crises, résoudre les crises par les moyens pacifiques qui passent en premier lieu par le dialogue, par les négociations. Et c'est ça la diplomatie, en fin de compte. Je suis ambassadeur de Suède et très fière de l'être, en plus très heureuse d'être à Paris. Il y a un tableau dans la pièce à côté qui démontre, c'était l'ancienne maréchale Bernadotte qui est devenue roi de Suède. Donc il y a déjà les liens historiques. La famille royale est une famille d'origine avec les origines françaises. Donc il y a déjà un intérêt très clair et historique des Suédois envers la France. Il y a les aspects politiques, nous avons beaucoup de choses en commun, nous travaillons sur beaucoup de choses au niveau bilatéral.
si c'est dans le cadre bilatéral justement, ou si c'est quand on se rencontre au niveau de l'Union européenne. Et maintenant, depuis 6 mois, bientôt 6 mois, la Suède siège au Conseil de sécurité, et où nous travaillons étroitement avec la France au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité. Donc il y a un dialogue politique sur tous les domaines finalement auxquels touchent nos relations. Après, il y a une grande partie d'une fonction d'un ambassadeur et d'une ambassade est aussi la relation commerciale, de promouvoir les intérêts suédoises, des entreprises suédoises en France, et de partager nos solutions, l'échange d'expériences dans un tas de nouveaux domaines. Là, par exemple, nous travaillons sur les startups. La Suède est assez en avance sur les startups, la France aussi. C'est un domaine de coopération, d'échange, d'essayer d'ouvrir les marchés de manière réciproque. On a presque 500 entreprises suédoises en France, et nous créons jusqu'à 100 000 emplois. Donc, il y a bien sûr un intérêt économique, autant pour les entreprises suédoises en France, mais aussi pour les Français, d'avoir justement la création d'emplois par les entreprises étrangères comme la Suède. Et la même chose va pour la France et ses intérêts commerciaux en Suède. Et culturellement, donc je dirais même une grande partie aujourd'hui, bien sûr, on est ici pour analyser, pour comprendre d'abord, pour analyser et pour informer la Suède de ce qui se passe au niveau politique en France. Et nous savons que c'est une année très intéressante et beaucoup de choses sur lesquelles nous avons informé notre gouvernement. Mais une grande partie, et de plus en plus, je dirais, c'est aussi la promotion des intérêts commerciaux et culturels. Ça prend une grande partie de mon temps aussi, pas seulement à Paris, mais la France est un vaste pays, de pouvoir avoir des liens avec les autres grandes villes et là nous aider à mieux expliquer ce que c'est la Suède, quelles sont les entreprises, qu'est-ce que nous pouvons vous offrir, et l'échange, qu'est-ce que nous pouvons apprendre nous-mêmes des Français. Donc, commercial, je dirais, promotion des commerces, mais même culturel. Nous avons cette année plusieurs grands événements culturels, une saison suédoise que nous allons lancer cet automne avec plusieurs grands événements, par exemple maintenant au mois de septembre, une grande exposition avec le Petit Palais sur un de nos grands peintres du 18e qui est Anders Zorn. Ça sera la plus grande exposition jamais de ce grand peintre nordique suédois en France. Donc ce genre de choses font partie aussi de la diplomatie, de montrer ce que c'est la culture suédoise dans un pays comme la France où la culture joue bien sûr un rôle essentiel. Des questions sur lesquelles nous travaillons, le ministère des Affaires étrangères, puis un groupe d'ambassadeurs, un groupe restreint, où nous contribuons dans ces analyses. Ce qui change un petit peu l'outil diplomatique, c'est la rapidité avec laquelle nous voyons l'échange d'informations dans le monde. Avec les réseaux sociaux, auparavant, justement, si on prend dans l'historique de la diplomatie, les ambassades, les conseillers, les ambassadeurs écrivaient leurs rapports toutes les 3-4 semaines ou tous les 3-4 mois, où ils décrivaient un petit peu ce qui se passait dans le pays dans lequel où ils étaient basés. Mais aujourd'hui, je vois les journaux suédois ont un grand intérêt pour la France. Ils écrivent beaucoup, ils couvrent très bien déjà. Donc il faut toujours essayer de trouver quelque chose qui va au-delà de l'information quotidienne. Donc plutôt les analyses approfondies pour expliquer pas seulement ce qui se passe du jour à jour, mais comment fonctionne la France, quelles sont les priorités, d'être un petit peu en avance de cette information parce que ça va tellement vite. Ça, c'est une chose, donc, de trouver un rôle, la plus-value d'une ambassade par rapport à l'accessibilité de toutes les informations qui sont, comme je dirais, déjà très répandues et où les capitales peuvent suivre très bien eux-mêmes. Mais je vois, certes, il y a eu des discussions il y a déjà une dizaine d'années, est-ce que maintenant les diplomates n'en aura plus besoin? Est-ce qu'on a besoin des ambassades? Puisqu'on se réunit au niveau de l'Union européenne, l'information s'échange déjà très rapidement. Et moi, je dirais si, au contraire, c'est déjà avant que ça devienne quelque chose que tu vas vendre, une actualité au niveau informatique, que tu puisses avoir les relations, le contact, de savoir vers où se développe la France, vers où se développe une politique. C'est justement par les liens entre mes collaborateurs et leurs collègues au Quai d'Orsay ou à Bercy que nous savons un petit peu quels sont les projets sur lesquels travaille le gouvernement français. Et ça va pour tous les secteurs. Donc d'être toujours un petit peu en avance,
et de pouvoir l'être malgré la rapidité des informations, la rapidité des échanges d'informations, et pour que Stockholm puisse comprendre la manière d'analyse, la manière que pense la France, qu'est-ce que motive les Français à prendre certains pas. Donc, disons, ce pas de plus qui va au-delà de l'actualité qui est présentée dans les journaux. Mais c'est un défi et que ça exige de repenser l'outil diplomatique, comment nous transmettons des informations, de ne pas trop écrire parce que les gens sont déjà débordés d'informations. Mais tout ça nécessite une réflexion approfondie. Et je crois d'ailleurs que beaucoup de pays travaillent sur ce genre de discussion, de questions. Comment est-ce que nous pouvons, est-ce qu'on peut travailler même en groupe? Est-ce qu'il y a des pays nordiques qui sont très liés? Est-ce qu'il y a certaines choses sur lesquelles on peut se spécialiser dans les groupes nordiques pour que tout le monde ne fasse pas la même chose? C'est aussi une question d'efficacité, de partage de travail. Donc il y a plusieurs sujets qui sont des nouveaux sujets qui se développent grâce justement à la manière que l'information a explosé ces dernières années. Non, je crois que si je donnerais un conseil, c'est un travail passionnant. Je suis passionnée pour mon travail. Justement, le change des dossiers que nous traitons, les contacts que nous avons, les rencontres que nous faisons. Et si je devais donner un conseil, ce serait de dire il faut faire les choses à fond. Il ne faut pas regarder la diplomatie, ce qui est souvent malheureusement aussi le cas. Peut-être moins dans un pays comme la France. En Suède, il y a souvent je dirais même des mauvaises conceptions où on croit que voilà, c'est les grands dîners et c'est une vie un petit peu de luxe parce que oui, à mon niveau, quand tu es un ambassadeur, tu vis dans une résidence. C'est de toujours, mon conseil, c'est de regarder les sujets, de se passionner pour les sujets pour lesquels nous devons nous engager, de représenter nos pays avec fierté, mais de garder les pieds sur terre. C'est des titres qui nous sont donnés pour mieux faire notre travail, et ça, il faut toujours le garder consciemment et ne pas se laisser emballer par tout ce qui est le glamour autour, qui bien sûr existe aussi, mais c'est le travail qui définit notre temps, et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Et c'est finalement aussi un travail très dur. J'ai rarement travaillé autant que maintenant à Paris, parce que les choses sont complexes, parce qu'il faut d'abord bien comprendre, analyser. Après, il faut pouvoir décrire ce que tu fais de manière moins complexe pour que Stockholm, indépendamment si c'est le ministère ou si c'est les parlementaires, puissent comprendre ce que tu fais. Être là pour les collaborateurs dans une ambassade qui est une grande ambassade pour la Suède. Donc, il faut toujours pouvoir être présent et quelque part, bien sûr, garder aussi ta propre intégrité. Il y a une vie personnelle aussi, il ne faut pas trop mélanger. Tu as une fonction, tu joues ce rôle, et moi je le joue avec, moi je l'assume avec fierté, avec plaisir, mais après il y a aussi la personne Veronica Van Danielsson, qui est une personne privée, qui a besoin de faire du sport, qui a besoin de lire, qui a besoin d'avoir aussi une vie privée. C'est pas toujours facile quand tu es au niveau d'ambassadeur, mais on peut créer ses limites. Et ça aussi, c'est important de savoir à n'importe quel niveau dans lequel on se trouve. Gardez les pieds sur terre.